Esprit Japon, l'émission qui vous fait redécouvrir ce pays. Dans ce numéro, il sera question du Washoku-do, la voie de la cuisine japonaise. Il s'agit d'un concours créé pour promouvoir dans le monde entier une cuisine japonaise réalisée dans les règles de l'art. Les participants sont des cuisiniers étrangers qui subliment le washoku, la tradition culinaire japonaise. Nous aborderons aussi les charmes du Hakone Yosegi Zaiku, un artisanat traditionnel d'une extrême délicatesse. Ces objets d'art témoignent de la dextérité de leurs créateurs et de leur créativité stimulée en permanence. Enfin, nous visiterons la ville de Matsue, située dans le département de Shimane. Cet endroit, non sans charme, était très apprécié de Lafcadio Hearn, connu aussi sous le nom de Koizumi Yakumo. Il nous a transmis les kaidan, des histoires de fantômes japonais.皆さんこんにちは。エスペリジャポンナビゲーターの新川優愛です。さて今日は VTR に入る前に皆さんにお知らせがあります。次回からエスペリジャポンはリニューアル。毎月1回の放送だったものが2回になり、世界無形文化遺産和食をテーマにした新コーナーが始まります。そこで今回は和食のスペシャルバージョン。世界の外国人シェフが京都に集まり和食の腕を競い合うというユニークなコンテストをご紹介します。Le washoku, la tradition culinaire japonaise, a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en décembre 2013. Depuis cette date, le nombre de restaurants japonais à l'étranger a explosé. On en dénombre aujourd'hui au moins 55 000. Le washoku connaît actuellement un engouement sans précédent. Mais alors que le washoku se répand, un problème se fait de plus en plus présent. 世界中で広がっている日本食っていうのはどちらかというと例えばインターネットとかで調べて自分で作った日本食を振る舞われたりなんていう形で現地で本場のその日本料理を理解してですね、食事を提供できる人こういう人を増やしていかなくちゃいけないという問題意識を持ってますので。La solution, un grand projet visant à faire connaître dans le monde entier cette culture, cet art aux règles bien précises. Début 2015, à Kyoto, l'ancienne capitale impériale du Japon, un événement d'envergure a lieu. Il s'agit du colloque Washoku-do, organisé par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Un concours est organisé à l'occasion de celui-ci. Des cuisiniers étrangers, experts en gastronomie japonaise, vont s'affronter pour démontrer leur maîtrise du domaine. 10 spécialistes de la cuisine japonaise venus des 4 coins du monde ont été sélectionnés, après d'exigeantes épreuves éliminatoires. Parmi les membres du jury, on trouve des célébrités. Ils n'ont pas une compréhension de l'excellence de la cuisine japonaise. Ils ont une idée de la cuisine japonaise. Donc il faut les accompagner. Il faut accompagner le message. Cela nécessite certainement du temps, de l'attention. Mais je suis convaincu que petit à petit, les Français sont susceptibles d'être très intéressés par l'excellence de la cuisine japonaise. Les hostilités commencent. Tout le monde au fourneau. Les candidats ne disposent que de 2 heures pour réaliser un plat imposé et une création originale. Celui qui récoltera le plus de points sera déclaré vainqueur. La tension est palpable. Les candidats venus des 4 coins du monde sont concentrés, leur sens tout aussi affûté que leur couteau. Une candidate a retenu notre attention. Elle commence la préparation de son dashi, un bouillon essentiel. Il s'agit de Madame Ko, venue de Corée. Elle a entamé une 2e vie qu'elle consacre à la cuisine japonaise. D'une main experte, elle poursuit sa préparation. Le parcours de cette femme est un peu atypique. Elle étudie actuellement à l'école de cuisine et de nutrition Hattori. Bien loin de l'activité qu'elle exerçait auparavant, quand elle concevait des tenues de golf. Elle a exercé cette profession pendant près de 20 ans et tenait même sa propre boutique. La faillite de son commerce l'a poussée à changer de voie.
Elle a donc décidé de consacrer sa deuxième vie à la cuisine japonaise. Son objectif est désormais de devenir une experte du washoku reconnue dans le monde entier. Durant le concours, elle est effectivement très concentrée. Elle commence par hacher des crevettes. Ce n'est pas innocent. Le plat imposé est une soupe claire agrémentée d'une boulette à la crevette ebi shinjo. Aspect des plats, connaissance, savoir-faire, réactivité des cuisiniers face aux aliments, ces critères sont rigoureusement évalués tout au long de la préparation par le chef Hamamoto et ses confrères du jury. Même s'il n'en a pas l'air, le plat imposé est un défi corsé. Le bouillon, entre autres, doit être parfaitement limpide. La taille du bol et des ingrédients rigoureusement équilibrés. L'esthétique et l'arrangement sont cruciaux. Le jury examine les différentes préparations d'un regard sévère. Madame Ko ajoute les dernières touches à son plat imposé. Le jury va-t-il apprécier sa soupe? お吸い物っていうのは必ず熱々じゃないといけないんですよ。ですから選手の皆さんお出汁は温めてくれるんですけれど、中に入れる材料が全部冷めてるんですよね。これではせっかく2つを合わせて蓋をしても何の意味もないので。 Lorsque l'on prépare une soupe claire, le plus important reste que les ingrédients soient servis bien chauds. Un plat bien chaud dégage une fumée chargée de riches arômes qui stimulent l'appétit de la personne qui s'apprête à le déguster. Malheureusement, la soupe Ebi Shinjo de Madame Ko ne semble pas dégager cette vapeur appétissante. Les candidats et candidates peinent à réaliser le plat qui leur a été imposé. Parmi eux, il y en a un qui tire son épingle du jeu. Il s'agit de l'Italien Daniele. Ce cuisinier a été saisi par une émotion profonde en découvrant l'umami. Il s'agit d'une des 5 saveurs de base qui n'existent pourtant pas dans la cuisine européenne. Il est actuellement second de cuisine senior chez Yashin Ocean House, un restaurant de spécialité japonaise situé à Londres. Il se défait de toutes les difficultés qu'implique la préparation du plat imposé, tout en faisant preuve d'une maîtrise absolue des points les plus importants. Par exemple, son utilisation des crevettes encore vivantes. D'un seul geste, il recourbe méticuleusement les crevettes afin de pouvoir les vider sans s'épuiser à la tâche. Au moment de mettre en forme ces boulettes de crevettes, il attache une grande importance à leur aspect. Il faut qu'elles puissent se déguster en toute simplicité. Sans oublier le point le plus important, servir le plat bien chaud, à la température idoine. Il a le souci du détail. Il va jusqu'à déposer quelques gouttes d'eau sur le couvercle de chaque bol. Cette pratique est inspirée d'un geste de la cérémonie du thé. Elle possède à l'origine des vertus de purification. Mais ce geste exerce aussi un autre rôle. Les gouttelettes permettent de savoir, lors du service, quel côté du bol présenter alors que le couvercle est encore en place. Ainsi, au moment où celui-ci est ouvert, on découvre toute la beauté de la disposition des différents ingrédients. C'est là la quintessence du washoku. Avec de tels soins, Daniele a remporté la meilleure évaluation lors de l'épreuve du plat imposé. Il faut cependant attendre les résultats de l'épreuve libre pour connaître le grand vainqueur. Quelques instants avant le moment décisif, nous avons échangé quelques mots avec Madame Ko. 味も自信があります。それでもし考えたようにできれば、
なんか優勝もできるかなと思っています。Aucun candidat ne ménage ses efforts. Tous laissent parler leur créativité durant l'épreuve libre. Elle consiste à préparer un plat washoku de leur création. Le jury est composé de grands noms de la gastronomie mondiale. まず絶対にうまいということとね、あとその中にその和の考えがねしっかり入ってるとかね。寿司一つにしてもですね、寿司はこうあるべきじゃなくて、やっぱりそこに合わせた寿司にしなきゃいけないと思うんですね。でその出来上がったいい例がカリフォルニアロールだと思うんですよ。これを日本食というか言わないかって非常に難しいと思う。でもね、あれは我々が食べても美味しいです。Il faut avant tout maîtriser certaines techniques immuables et posséder un sens aigu de l'harmonie, le wa. Sans oublier un ingrédient essentiel, l'originalité. Les deux termes semblent contradictoires. C'est bien dans la résolution de ce casse-tête que réside la clé de la victoire. Daniele, en tête après l'épreuve du plat imposé, a choisi un plat à base de poisson pour l'épreuve libre. Il attrape une belle pièce de céréole. Il commence par découper le poisson en gros morceaux. Il les enroule ensuite dans de la crépine, un filet de graisse de porc. Le tout passe à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Il verse ensuite une préparation qui rappelle la sauce teriyaki. Il agrémente le plat d'une gelée de carottes kintoki, un peu de miso au yuzu, et c'est prêt. Que va penser le jury de cette création ? Un autre concurrent a choisi un plat à première vue plus classique que celui de Daniele. Jaran est un candidat venu de Thaïlande. Pour sa deuxième participation au concours, il brûle de prendre sa revanche. La dernière fois, il avait préparé des boulettes de maïs à la sauce aux champignons maïtake. Et pourtant, le verdict du jury avait été sévère. Ce n'est pas un plat qui s'inscrit dans la saison. Fort de cette expérience, cette fois-ci, il a choisi comme ingrédient l'ebi-imo, une variété de tubercule qu'on ne trouve qu'en hiver. Il découpe celui-ci en un bandeau continu. Il le coupe ensuite dans le sens de la longueur pour obtenir de fines lamelles. Ensuite, il fait cuire de la dorade, préalablement salée, dans de l'eau bouillante, avant de la plonger dans la glace. Cette opération permet de débarrasser le poisson de son odeur un peu forte et de son excédent de graisse. Les fines lamelles des ebi-imo sont ensuite plongées dans de l'eau salée, puis égouttées afin de les attendrir. Elles sont disposées sur le poisson, et enfin, le tout est cuit à la vapeur. Une fois celle-ci terminée, Jaran dépose de la ciboule, du wasabi, ainsi que de l'algue séchée, nori. Il suffit ensuite de verser le dashi, et c'est prêt. C'est avec ce plat que Jaran compte prendre sa revanche cette année. Madame Ko, que nous continuons à suivre, s'affaire à braiser des dés de bœuf au chalumeau. La viande est ainsi débarrassée de son excédent de graisse. Les arômes qui se dégagent à ce moment deviennent particulièrement appétissants. Elle fait revenir à la poêle de la viande de bœuf avec des lamelles de pommes de terre au goût doux et légèrement sucré. Elle dépose le tout dans des gobelets de papier découpés à cet effet. Un peu de purée, et pour finir, les dés de viande braisés. Il suffit alors de retirer le moule, et c'est prêt. Le nikujaga est un plat très populaire dans les foyers japonais. Il s'agit là d'une réinterprétation très personnelle de celui-ci. Chaque cuisinier présente son plat terminé aux membres du jury. Les candidats donnent eux-mêmes les explications sur leur création. Pendant ce temps, les membres du jury les dégustent et les notent rigoureusement.
첫째 거는 서양식으로, 밑에 거는 정통식으로 해서 아주 단순한 일본 조미료와 조리 방법 외에는 Quel sera le verdict final? 日本料理に魅せられてその道を極めるために日々技に磨きをかける外国籍の和食料理人。渾身の一皿の審査が終了し、いよいよチャンピオンが発表されます。果たして栄冠は誰の手に？金賞の発表です。Le moment du verdict est enfin arrivé. Qui va remporter le grand prix? 金賞に輝きましたのはジャラン・ディプクさんです。おめでとうございます。 Le vainqueur est le Thaïlandais Jalan. Les membres du jury ont été unanimes. Du dashi à l'assaisonnement, l'équilibre de son plat lui a permis de remporter ce concours. Si Madame Ko n'a pu être sacrée championne cette année, ses plats ont cependant été très appréciés. Espérons qu'elle se représente l'année prochaine. Ses efforts lui permettront sans aucun doute d'être enfin récompensée. 料理の基本学んで来年はぜひもうできると思います。ありがとうございました。いやー、手に汗握る熱戦でしたね。私もこの機会にぜひ和食の腕を磨きたいと思いました。次回から始まる新コーナーもお楽しみに。続いての主役はこちら、箱根寄木細工です。この細かくて精密な模様、一体どうやって作るのか皆さんご存知ですか？日本らしさがぎゅっと詰まった伝統工芸品、箱根寄木細工の魅力をご覧ください。 Ces motifs géométriques en rang serré sont très délicats. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit de motifs imprimés. Mais à y regarder de plus près, on constate qu'il s'agit en fait de pièces de bois naturelles aux teintes et aux textures variées. Chacune est soigneusement assemblée à la main. On appelle cet artisanat Hakone Yosegi Zaiku, typique de la région de Hakone. À aucun moment, il n'a été utilisé de la peinture ou d'éléments imprimés pour obtenir un tel résultat. Comment l'artisan arrive-t-il à obtenir des motifs aussi complexes et aux coloris aussi délicats? Le Hakone Yosegi Zaiku est très apprécié des étrangers. I think it's a very interesting and precise work. There's so many colors and it's really beautiful. The Japanese technique is amazing. Cette technique fascine les visiteurs venus des quatre coins du monde. Il est temps de percer tous les secrets d'un tel succès. C'est dans la ville de Hakone, dans le département de Kanagawa, que sont fabriqués ces objets. Dans cette ville, ces techniques traditionnelles qui datent de l'époque d'Edo se transmettent depuis 2 siècles. Honma Noburu, artisan marketeur, est un vétéran avec ses 64 ans d'expérience. La succession de délicats motifs géométriques est la principale caractéristique du Hakone Yosegi Zaiku. Ce motif, appelé Kage Asanoa, est assez courant. Il est réalisé à partir de 18 triangles différents. Monsieur Honma nous montre comment construire ce motif. Voici un élément de base en bois, qui sera ensuite assemblé avec d'autres pour obtenir le résultat voulu. Effectivement, on ne peut pas se contenter de couper un morceau de bois pour obtenir immédiatement un élément de base. Il faut ajuster très précisément la forme de la pièce.
Il est facile de constater que la pièce dépasse légèrement du gabarit. Celle-ci ne dépasse que d'1 millimètre et pourtant, elle doit être soigneusement rabotée, tout comme chacun des éléments. Quelques coups de rabot plus tard, c'est beaucoup mieux. Cet artisan ne fait confiance qu'à la sensibilité de ses doigts pour régler la lame du rabot, lui permettant ainsi de tailler l'élément sans entamer pour autant le gabarit. Si on compare deux éléments de base après rabotage, on constate qu'ils ont exactement les mêmes dimensions. Ceux-ci sont ensuite collés entre eux. Le motif Kage Asanoa est maintenant achevé. Les éléments ainsi taillés avec précision s'emboîtent parfaitement, sans le moindre interstice entre eux. Quel que soit l'endroit où l'on coupe, les sections présentent toutes exactement le même motif. Soit dit en passant, on dénombre 4 formes de base. En plus du triangle, il y a aussi le carré, le trapèze et le losange. La majorité des motifs du Hakone Yosegi Zaiku peut être réalisée à l'aide de ces formes de base. Celui-ci est, par exemple, réalisé à partir de 6 trapèzes et d'un losange. Observons maintenant ce motif. Sauriez-vous trouver les éléments de base qui le constituent? La bonne réponse est un triangle et un carré. Quant au chevron, il est réalisé à partir de 2 losanges. Ce sont aujourd'hui plus de 100 motifs différents qui peuvent être réalisés de cette manière. Bien sûr, chaque motif possède un nom distinctif. Ceux-ci sont assemblés entre eux pour former une sorte de planche. La surface de cette planche est ensuite rabotée. L'épaisseur de cette fine feuille de bois n'est que de 0,13 mm. Cette technique de découpage au rabot est née à l'époque Meiji. Le Hakone Yoseki Zaiku se définit par de fines feuilles de marqueterie ensuite apposées sur des objets en bois. À l'époque d'Edo, les feuilles portant les motifs destinés à être collés sur les objets étaient épaisses de 3 mm. Le coût de réalisation était alors trop élevé. Les artisans ont bien été obligés de réfléchir à une solution plus économique. En réduisant l'épaisseur de la feuille, les coups, eux aussi, sont rabotés de manière considérable. L'artisanat Hakone Yoseki Zaiku a pu alors se mettre à la portée de toutes les bourses. Cette technique attire également par la richesse de ses couleurs. Ces teintes ont pu naître grâce au savoir-faire des artisans du domaine. Cela fait presque 200 ans, depuis la dernière partie de l'époque d'Edo, que ces techniques se perpétuent à Hakone. Ce qui avait frappé les artisans de cette époque, c'était l'environnement naturel luxuriant de Hakone. Entre son littoral et ses montagnes qui dépassent les 1000 mètres d'altitude, la région de Hakone concentre une multitude d'environnements différents.
Les teintes et les textures des nombreuses espèces d'arbres ont été mises à profit. Cette profusion de matériaux a permis la naissance de cet artisanat. Le Hakone Yosegi Zaiku a connu un développement original. Ces objets ont même rencontré le succès à l'étranger à la fin du 19e siècle. On raconte que le commodore Matthew Perry et Philipp Franz von Siebold ont rapporté des objets de ce genre en tant que souvenir de leur passage au Japon. Après la Seconde Guerre mondiale et la généralisation des objets en plastique, cet artisanat n'a cessé de décliner. Pourtant, un objet a remis le Hakone Yosegi Zaiku au goût du jour. Cette petite boîte dissimule un secret. Shinkawa-san, これ開けてみてください。え？開ける？開かない。ここがこうどっかが蓋になってるっていうことですよね。À première vue, cet objet d'artisanat n'est qu'une simple boîte rectangulaire. C'est en réalité une boîte à secrets. Il s'agit de l'objet d'artisanat Hakone Yosegi Zaiku le plus populaire depuis longtemps. C'est un souvenir qui plaît à tous. Ces boîtes à secrets ont commencé à faire parler d'elles dans le monde entier récemment, quand des vidéos à leur sujet sont apparues sur des sites de partage en ligne. Il faut faire coulisser patiemment de nombreuses pièces des dizaines de fois. Au bout de 72 manipulations, il est enfin possible de retirer le couvercle. Quel est le mécanisme que cette boîte renferme? Le secret réside dans ses lamelles mobiles. Cette pièce, le koma, est dissimulée à l'intérieur. Elle n'a l'air de rien, mais c'est la clé de tout le système. En retirant le revêtement, une série de rainures apparaît. C'est en faisant glisser les lamelles mobiles que la pièce de bois coulisse dans les rainures. Elle permettra finalement de déverrouiller le système et d'ouvrir le couvercle. Le principe de ces boîtes à secrets a été imaginé à l'époque d'Edo. À cette époque, il fallait généralement 5 mouvements pour accéder aux secrets en leur sein. Ces boîtes étaient principalement utilisées comme coffre-fort. Le nombre de manipulations nécessaires a progressivement augmenté. À l'heure actuelle, il existe des boîtes nécessitant plus de 100 manœuvres. Grâce à l'ambition des artisans et à leurs nouvelles idées, le Hakone Yosegi Zaiku est en perpétuelle évolution. Durant les années 70, une nouvelle technique originale a même été élaborée. Ces objets dégagent une impression différente de ceux vus jusqu'à présent. Ils font néanmoins partie intégrante de cet artisanat. L'inventeur de cette technique est M. Kanazashi, un autre grand vétéran. Après avoir assemblé différents bois, M. Kanazashi les taille directement selon une technique nommée Mukuzukuri, sans en affiner la taille au préalable. La beauté chaleureuse des courbes ainsi obtenues donne à ce style de Hakone Yosegi Zaiku un nouveau charme. De jeunes artisans se sont même fixés pour objectif de donner un nouveau souffle à cette marqueterie de Hakone. Support pour smartphone ou bijoux, leur création s'adapte aux tendances actuelles. Finalement, le véritable attrait de Hakone Yosegi Zaiku, c'est son évolution perpétuelle, rendue possible par les efforts de ses artisans. 僕たちの世代の寄木細工を作ると、もっとまた新たな魅力っていうのを作ることができるんじゃないかなと、そういうところですね。
やっと開きました。すごいな。皆さんもこの職人の技術が結集した箱根寄木細工、ぜひ手に取ってみてください。よく見ると雪明かりの中に一人の女が立っています。女は蓑吉の顔をじっと見て、やがてこんなことをささやきました。今夜お前が見たことは誰にも言ってはいけないよ。今回ご紹介する旅人は、歴史に残る文学作品を数多く残した人物、東洋と西洋の両方を生きたとも言われるラフカディオ・ハーン。日本名小泉八雲です。La femme des neiges. Rokuro Kubi. Oichi sans oreille. Tous les Japonais ont entendu au moins une fois parler de ces kaidan, des histoires de fantômes japonais. Ces histoires ont été écrites par Koizumi Yakumo. Son patronyme original, Lafcadio Hearn, un écrivain irlandais né en Grèce. Il arrive au Japon en 1890, dans le cadre de son travail de journaliste pour la presse américaine. Une fois installé au Japon, il écrit de nombreux ouvrages sur la culture japonaise et ses récits folkloriques. Il sillonne le Japon jusqu'à sa mort, 14 ans plus tard. La ville qui a le plus marqué cet écrivain est la ville de Matsue, du département de Shimane. On la surnomme le petit Kyoto de la région de Sannin. L'auteur a sillonné pendant de nombreuses années le monde entier. C'est à Matsue qu'il se pose enfin et se marie avec une jeune japonaise. C'est dans cette région que l'intérêt de Lafcadio Hearn pour les kaidan, les histoires de fantômes, naît. On dit que c'est le premier étranger à avoir présenté à l'Occident le Japon tel qu'il était réellement, sans interprétation. Voici ce qu'il écrit dans ses récits de voyage. Les visiteurs qui découvrent cet endroit ont l'impression de se retrouver plongés dans un monde féerique. C'est un monde paisible, où tout se meut calmement et où les voix sont douces aux oreilles. C'est un monde complètement différent, avec des paysages, des animaux et des cieux que je n'avais jamais vus auparavant. Et moi, je me retrouve soudainement transporté dans ce monde. Lafcadio Hearn a donc utilisé le mot féerique pour décrire Matsue. À l'époque, la population de cette petite ville bucolique n'était pas très importante, ce qui n'a pas empêché la bourgade d'envoûter l'écrivain. Il est légitime de se demander ce qui a pu être l'élément déclencheur de la rédaction de son œuvre Kaidan ou Histoire et études de choses étranges. Lafcadio Hearn s'installe à Matsue. Il joue le rôle d'intermédiaire entre la culture orientale et occidentale. Il suffit de 3 heures en avion et en train pour se rendre depuis Tokyo à Matsue. La ville est située à peu près au centre de la région de Sannin. Yakumo, de son nom japonais, avait 40 ans lorsqu'il découvrit cette ville. C'était en août 1890. Il arriva en bateau à vapeur et débarqua au port situé près du pont Hoashi. En plein cœur de la période de réforme de l'ère Meiji, le contraste offert par l'aspect tranquille de Matsue, où l'histoire et les traditions se faisaient encore fortement sentir, lui a laissé une forte impression. Voici comment il décrit, dans un de ses livres, l'impression que lui a laissé Matsue lorsque le matin suivant son arrivée, il a pu contempler le grand pont de Matsue au soleil levant. Ce lieu offre une vue qui ravit le cœur des visiteurs. On dirait un spectacle tiré d'une ancienne estampe japonaise. De père irlandais, il est né en Grèce, mais a passé ensuite son enfance dans le pays d'origine de son père. Les paysages de Matsue lui ont sans doute rappelé les villes mystérieuses des contes de fées européens. Tout en enseignant l'anglais dans un collège de Matsue, Yakumo consacrait tout son temps libre à parcourir des vestiges et autres endroits célèbres de la ville. Un point l'a tout particulièrement envoûté. Les magnifiques paysages de la région de Sannyo. Matsue, surnommée la cité de l'eau, regorge d'endroits magnifiques.
Il a été émerveillé par le coucher de soleil sur le lac Shinji, qui s'étend à l'ouest de la ville. Les rayons du soleil sont doux comme dans un rêve. Et ce n'est pas tout. Il aimait particulièrement un lieu situé sur le chemin qui sépare son domicile du collège où il enseignait l'anglais. Mettons-nous quelques instants dans sa peau et refaisons le chemin. Voici qu'un portique rouge apparaît devant nos yeux. Il s'agit du sanctuaire Josan Inari, situé à 4 minutes à pied de son domicile. Lafcadio Hearn avait l'habitude de s'y rendre tous les matins pour s'y recueillir. La particularité de ce sanctuaire, c'est qu'on y vénère de nombreux renards, les messagers des dieux. Il est probable qu'il ait été attiré par le charme mystérieux du Japon antique en découvrant ces renards et ces amulettes. En avançant un peu plus, on aperçoit un édifice apprécié tout particulièrement par l'auteur. Il s'agit du château de Matsue, bâti en 1611. C'est l'un des 12 châteaux dans tout le Japon à posséder une tour centrale. Il est classé comme bien culturel important. Cette figure qui décore la crête du toit est un poisson fantastique appelé Shachi Oko. Celui du château de Matsue est le plus grand du Japon. Yakumo était en admiration devant la tour du château. Il se serait exclamé un jour « On dirait un dragon formé d'un empilement de monstres gigantesques ». 6 mois après son arrivée au Japon, il épouse Setsu, la fille d'un samouraï de Matsue. C'est à l'occasion de ce mariage qu'il prit la nationalité japonaise. Il changea alors son nom en Koizumi Yakumo. À l'âge de 40 ans, Lafcadio Hearn commence une nouvelle vie à Matsue. Nihonjin, Koizumi Yakumo として第二の人生を歩み出したラフカディオ・ハーン。彼は松江のどの部分に魅力を感じたのでしょうか。さらに彼の足跡をたどります。À l'occasion de son mariage, Lafcadio Hearn devient Koizumi Yakumo. C'est un nouveau départ. La demeure où il a passé les premières années de son mariage est encore visible en plein centre de Matsue. Monsieur Koizumi Bon, arrière-petit-fils de Yakumo, qui fait des recherches sur son ancêtre, nous fait visiter. Comment se déroulaient ces journées ici? 三方庭に囲まれているんですけれども、こちらが南側の一番広い庭です。 La partie sud est constituée d'un jardin sec, dont l'auteur aimait beaucoup les motifs. 一番好きなのがこの北側の小さな庭ですね。池があって、当時は竹やぶがあって、この小さな宇宙の中にいろんな生き物がこう共生しているっていうことをヤクモは感じるんですが。 Il appréciait tout particulièrement la partie nord du jardin. Aussitôt rentré chez lui, il revêtait un yukata et observait le jardin depuis la véranda. Ce n'est pas tout. Monsieur Bon nous révèle quelque chose d'autre sur Yakumo. 愛用の机と椅子がありまして、非常にこう背の高い机ですよね。ヤクモは左目を16歳で失明してますので、なおかつこう眼鏡をかけるのを嫌ったので、目をスレスレにこう近づけて読み書きをしましたので、座るとこういう感じになるんですよ。 ヤクモはコーヒーが大好きだったんですね。特にモカとジャバをブレンドするのが美味しいんだっていうようなことをレシピ集まで出版してそれに書いています。 Koizumi Yakumo était un si grand amateur de café qu'il en a présenté des recettes originales dans son ouvrage La cuisine créole. Ce salon de thé a reproduit la recette de Yakumo. Il est possible de retrouver encore à l'heure actuelle le café que Yakumo aimait déguster. Monsieur Bon nous révèle encore une autre facette inattendue de Yakumo. 特に松江では羊羹をよく自分でも買って食べてたようですし。 L'auteur aimait la pâte de haricots sucrés. Il est d'ailleurs encore possible de s'en procurer à Matsue. Voilà comment se présente cette douceur, le yokan.
En comparaison avec les autres variétés, cette pâte possède une plus grande quantité de haricots rouges qui lui confère une grande tendreté. Yakumo mène alors une vie heureuse de jeune marié. Il se sent de plus en plus attiré par le caractère mystique des Japonais. C'est à cette époque qu'il a l'occasion d'effectuer un voyage qui le marquera pour le reste de sa vie. Il faut bien 7 heures de trajet en bateau et en pousse-pousse pour se rendre à la ville d'Izumo. Le Saidamari est un grand portique de bois, une entrée symbolique. Après l'avoir franchi, on peut remonter une allée bordée de vieux pins âgés de plus de 400 ans. Le pavillon principal, édifié en 1744, s'offre alors au regard. Cet endroit est l'ancien sanctuaire Izumo Taisha. Il s'agit du point de rassemblement de l'ensemble des divinités du Japon. Le sanctuaire Izumo Taisha est très ancien, peut-être le plus ancien de l'archipel. Il est même mentionné dans le Kojiki, ce texte fondateur est le plus ancien recueil de mythes concernant l'origine des îles formant le Japon. On vénère dans ce sanctuaire Okuni Nushi Okami, le dieu fondateur du Japon. Au moment où le dieu cède à cette terre à la déesse Amaterasu, le sanctuaire Izumo Taisha commença à être érigé. Une rangée de grands arbres majestueux laisse la place à une vue solennelle qui laisse pantois. C'est empli d'un profond respect devant un tel patrimoine que Yakumo pénétra dans le sanctuaire Izumo Taisha. Il aimait également beaucoup regarder les gens se recueillir. De l'enceinte du sanctuaire, il parvient aux oreilles une rumeur semblable à celle des flots. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce à l'intérieur, ce bruit se fait entendre de plus en plus distinctement. C'est le bruit que les fidèles font en tapant dans leurs mains. L'écho de ces mains frappées imite le bruit d'une cascade. L'auteur est littéralement envoûté par le charme du sanctuaire Izumo Taisha. Il s'y est par la suite rendu à 3 reprises. L'ambiance mélange à la fois respect mystique, histoire et patrimoine. L'intérêt de Yakumo pour les légendes et les contes locaux ne cesse dès lors d'augmenter. ほとんど妻の摂の協力によるところですね。でヤクモの好きそうな怪談本を手に入れてあらかじめ読んで頭に入れておくんですよ。本を見ないで語り聞かせるんです。それが、ヤクモのろ過装置を通して魂が吹き込まれて英語に翻訳されて生まれたのが、怪談という作品ですね。Yakumo ne lisait pas encore le japonais. C'est sa femme, Setsu, qui recueillait pour lui les histoires de fantômes et les récits folkloriques. C'est le cas par exemple d'une histoire liée au temple de Geishoji, où se trouve le tombeau du seigneur Matsudaira de Matsue. Tous les soirs, une immense tortue de pierre édifiée après la mort du seigneur qui vénérait cet animal prenait vie et terrifiait la population. Le supérieur du temple décida alors de l'immobiliser en lui plaçant sur le dos une stèle gravée des mérites du défunt seigneur. Yakumo se passionnait tout particulièrement pour les contes folkloriques des régions du Japon. Il écrit dans un de ses ouvrages. Pour moi, qui ai été élevé en entendant divers récits folkloriques anglais et qui possède une forte imagination, il n'est pas étonnant que j'ai alors eu l'impression que ce lieu n'était autre que la matérialisation des pays féeriques de mon enfance. En 1904, il publie Kaidan, une compilation de contes folkloriques mystérieux et recueil des traditions de tout le Japon. Ironie du sort, c'est cette même année, à l'âge de 54 ans, que décède Koizumi Yakumo. On peut raisonnablement affirmer que, pour lui, cet ouvrage constituait le chef-d'œuvre de toute une vie. L'ambiance chargée de mystère de Matsue, qui a inspiré Koizumi, continue plus de 100 ans après à fasciner les visiteurs. «世界という視点から日本の魅力を再発見するエスプリジャポン」いかがでしたか？次回はいよいよリニューアル第1弾。今フランスをはじめ海外で大人気の漫画家谷口ジローさんに密着しました。お楽しみに。
chose différent. La prochaine fois, Esprit Japon lance sa nouvelle formule. Ce sera l'occasion de passer un peu de temps avec Taniguchi Jiro, un mangaka très apprécié en France. Nous en apprendrons plus sur son travail et les secrets de sa popularité.